On se donne un groupe G engendré par deux éléments A et B, et on va démontrer que si les éléments A et B commutent, autrement dit si AB est égal à BA, alors le groupe G est abélien. Alors on va donner deux preuves de ce résultat, et je vais commencer par faire un premier rappel sur la notion de sous-groupe engendré. Donc soit grand X, une partie de G, ce qu'on appelle le sous-groupe engendré par grand X, c'est la partie de G qui est caractérisée par les deux propriétés suivantes. Donc, comme son nom l'indique, le sous-groupe engendré par grand X est un sous-groupe de G, et par définition, il va contenir grand X. Et d'autre part, il vérifie la propriété selon laquelle si H est un sous-groupe de G, et si grand X est inclus dans H, alors forcément, le sous-groupe engendré par grand X eh bien, sera encore inclus dans H ou est encore un sous-groupe de H. Donc cette propriété, je vais la qualifier de propriété d'expansion du sous-groupe engendré quand je m'y référerai. Donc, que signifie cette propriété d'expansion? Là, on a le groupe G, on a notre partie grand X de G, et on considère un sous-groupe H de G qui contient grand X. Alors, la propriété d'expansion nous dit que le sous-groupe engendré par grand X, qui en général est bien plus gros que grand X, par exemple, il se peut que grand X soit constitué d'un seul élément et que le sous-groupe engendré par grand X soit infini. Donc, ce sous-groupe, il est beaucoup plus gros que grand X, néanmoins, il va rester inclus dans H. Donc la puissance de cette propriété d'expansion, c'est que ici on a une inclusion entre guillemets relativement faible, et là on a une inclusion très très forte puisque cette partie, le sous-groupe engendré par grand X, est beaucoup plus grande que X. Maintenant je vais faire un deuxième rappel concernant la notion de commutant. Donc, je vais me donner une partie K de G, et on va définir ce qu'on appelle le commutant de la partie K, on dit parfois le centralisateur de K. Donc, tout simplement, le commutant de K, c'est l'ensemble des éléments petit g de grand G qui commutent avec tous les éléments de K, donc tels que quel que soit X appartenant à K, on ait Gx qui soit égal à XG. Il est facile de démontrer que le centralisateur de K est un sous-groupe de G. Donc il y a trois axiomes à vérifier, on va regarder l'un d'entre eux. Donc par exemple, l'axiome de stabilité pour le produit. Si je prends G et G' dans le centralisateur de K, on va montrer que le produit GG' appartient encore au centralisateur de K. Donc pour ça, bien, on applique la définition. On va se donner un élément petit x appartenant à K, et on va considérer le produit GG'(x). Et on va transformer. Alors, on regarde les deux derniers facteurs. X, il appartient à K, et puis G', il appartient au centralisateur de K. Donc ça veut dire que ces deux facteurs commutent, donc je peux écrire que c'est Gx, G'. Je peux appliquer le même argument aux deux premiers facteurs, et ça me donne donc x, g, g'. Et quand je regarde le début et la fin, eh bien je vois que j'ai prouvé que gg' appartenait au centralisateur de K, puisqu'il commute avec n'importe quel élément petit x de K. Il y a un cas particulier de centralisateur qu'on va être amené à considérer ultérieurement, c'est le cas où la partie K, c'est le groupe G tout entier. Donc qu'est-ce que c'est que le centralisateur de K dans ce cas? Eh bien c'est une partie, donc un sous-groupe de G, qu'on appelle en général le centre de G. Et donc il est défini comment? Eh bien par définition, c'est l'ensemble des petits g dans grand G, tel que pour tout x appartenant à K, donc à G,
eh bien, Gx et Xg sont égaux. Donc en fait, on voit que le centre de G, c'est l'ensemble des éléments petits g du groupe qui commutent avec n'importe quel élément de G. Et bien sûr, il est facile de voir que le groupe G est abélien si et seulement si, eh bien, son centre, c'est le groupe tout entier. Donc on est en mesure de donner la première preuve. On a notre groupe G qui est engendré par A et B, et on suppose que les éléments A et B commutent, autrement dit que AB est égal à BA. Et donc par référence au commutant, on va considérer la partie K formée de A et B. Et donc on va considérer le commutant de K que je vais noter pour une meilleure lisibilité C indice AB. Et donc par définition, c'est l'ensemble des éléments petit g de grand G qui commutent avec tous les éléments de K, donc qui commutent avec A et avec B, autrement dit tel que GA égale AG et GB égale BG. Maintenant, il est facile de voir que A appartient au commutant de AB. Pourquoi ? Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que A multiplié par A est égal à A multiplié par A, ce qui est clairement vrai, et que AB est égal à BA. Donc, effectivement, c'est vrai, puisque A et B commutent. Donc, la raison, c'est que c'est vrai, car AB est égal à BA. Et pour une raison strictement analogue, on a B qui appartient au commutant de AB. Donc, finalement, A et B appartiennent tous les deux au commutant de AB. Et on va pouvoir utiliser maintenant la propriété d'expansion, puisque on a les bonnes hypothèses, à savoir que la partie qui est là, le commutant de A et de B, eh bien, on a vu que c'était un sous-groupe de G. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le sous-groupe engendré par petit a et petit b, eh bien, va rester inclus dans le commutant de A et de B. Or, par hypothèse, le sous-groupe engendré par A et B, eh bien, c'est le groupe G. Et le commutant de A et de B, évidemment, est inclus dans G. Donc finalement, on vient de prouver que le commutant de A et de B, c'est le groupe G tout entier. Et maintenant, on va être en mesure de conclure en faisant intervenir le centre du groupe. Donc je vais prendre un élément petit g de grand G. On vient de montrer que grand G et le commutant de A et B étaient égaux. Donc ça entraîne, entre autres choses, que petit g commute avec A. Donc ça veut dire que GA est égal à AG. Mais l'élément G que j'ai choisi, il est arbitraire. Donc finalement, on vient de démontrer que n'importe quel élément petit g de grand G commute avec A. Donc finalement, qu'est-ce qu'on vient de prouver ? Eh bien, on vient de prouver que A appartient au centre du groupe G. Et de manière analogue, B appartient au centre du groupe G. Autrement dit, A et B appartiennent au centre du groupe. Et on peut à nouveau invoquer l'argument, la propriété d'expansion du sous-groupe engendré, c'est-à-dire que le sous-groupe engendré par les deux éléments qui sont à gauche, eh bien, est un sous-groupe du centre, hein, puisqu'on a vu que le centre du groupe c'était un commutant et donc que c'était un sous-groupe de G. Et puis c'est le même argument que précédemment, le centre est inclus dans G, et puis le sous-groupe engendré par A et B est égal à G. Donc finalement, on vient d'établir que le centre de G est égal à G, et ça veut exactement dire que le groupe G est abélien. On peut passer à la deuxième preuve, et je vais essayer d'en donner l'intuition. Alors, d'une manière générale, qu'est-ce que c'est que le sous-groupe engendré par deux éléments A et B ? Eh bien, c'est formé d'éléments petit g qui peuvent s'écrire comme des produits de la forme G1, G2, etc., G indice P, où chacun des GI appartient à l'ensemble des générateurs, donc A ou B ici, ou alors l'inverse de ces générateurs, donc A-1 et B-1. Donc quand on regarde ce produit de facteurs,
comme ces facteurs sont parmi ces 4 éléments. Et que clairement, on se doute que ces éléments commutent 2 à 2. Ça veut dire que quand on remplace ici, eh bien, on va pouvoir regrouper les A ensemble et les B ensemble. Et donc, ça veut dire que ce produit, eh bien, il va avoir la forme suivante. Il va avoir la forme d'une puissance de A, disons A puissance J, B puissance K. Donc ceci nous conduit à introduire l'ensemble H formé de tous les produits d'une puissance de A et d'une puissance de B. Donc lorsque les exposants I et J parcourent l'ensemble de tous les entiers. Et donc ce qu'on a examiné précédemment semble dire que H est égal à G. Et on va se rendre compte que pour démontrer que H égale G, eh bien, il suffit de prouver que A puissance I, B puissance J est égal à B puissance J, A puissance I. Autrement dit, une puissance de A et une puissance de B commutent toujours. On va démontrer cette propriété. Elle pourrait se démontrer de différentes façons, mais ce qui me semble le plus simple, c'est d'introduire le commutant d'un élément petit g de grand G. Donc, je reprends la définition, hein, c'est l'ensemble des éléments x appartenant à G qui vont commuter avec petit g, donc tel que Gx est égal à xg. Et ça, donc, on sait que c'est un sous-groupe de G. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que X appartient au commutant de G. Ben, ça entraîne, à cause de la symétrie des rôles, eh bien qu'en fait, G appartient au commutant de X. Donc on a une espèce de propriété d'échange. Maintenant, on va démontrer la propriété qui est ici. Donc, pour ça, je vais partir du fait que A et B commutent. Donc, j'ai AB qui est égal à BA. Et donc, ça veut dire que A appartient au commutant de B. Mais, comme le commutant de B, c'est un sous-groupe de G, eh bien, ça veut dire par stabilité que A puissance I appartient encore au commutant de B. Et là, je vais invoquer la règle d'échange. Et je peux donc dire que B appartient au commutant de A puissance I. Et à nouveau, puisque le commutant de A puissance I, c'est un sous-groupe de G, eh bien, il est stable par produit ou inverse. Et donc, ça veut dire que B puissance J appartient encore au commutant de A puissance I. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ces deux éléments commutent. Donc, ça veut dire que A puissance I, B puissance J est égal à B puissance J, A puissance I. Et c'est exactement la propriété que nous avions annoncée. Donc, on revient à notre partie H formée des A puissance I, B puissance J, où I et J varient dans Z. Et on vient de démontrer que, quel que soit I et J, A puissance I, B puissance J est égal à B puissance J, A puissance I. Donc on va prouver dans un premier temps que H est un sous-groupe de G. Alors on va le faire en détail. D'abord, I égale J égale 0, eh bien, nous montre que A puissance I, B puissance J vaut le neutre de G et qui est donc dans H. Deuxièmement, on va examiner la stabilité pour le produit. Donc on prend un élément x égale A puissance I, B puissance J, et puis de même un élément y de la forme A puissance K, B puissance L, donc tous deux appartenant à H, et on veut montrer que le produit xy est encore dans H. Donc il suffit de l'écrire. On a xy qui est égal à A puissance I, B puissance J, que multiplie A puissance K, B puissance L. On fixe notre attention sur les deux facteurs qui sont au milieu et on applique la règle qu'on a vue précédemment.
On sait donc que ces deux puissances de A et B commutent, et donc on peut transformer en A puissance I, A puissance K que multiplie B puissance J, que multiplie B puissance L. Et en appliquant les règles de calcul dans un groupe, ça nous donne A puissance I plus K que multiplie B puissance J plus L. Et sous cette forme, on voit bien que le produit appartient à H. Reste à démontrer la stabilité pour l'inversion. Donc à nouveau, je prends un élément de H sous la forme A puissance I, B puissance J, et j'en prends l'inverse. Donc en appliquant la règle du calcul de l'inverse d'un produit, on obtient B puissance moins J que multiplie A puissance moins I. Mais ça, c'est le produit d'une puissance de A et d'une puissance de B. Donc si on applique la règle qu'on avait montré précédemment, eh bien on sait que c'est les deux facteurs commutent, donc ça nous fait A puissance moins I, B puissance moins J, et sous cette forme, on voit que l'inverse appartient à H, et donc on a bien prouvé que H était un sous-groupe de G. Maintenant, on va montrer que H est égal à G, donc je rappelle que H, c'est l'ensemble des A puissance I, B puissance J, lorsque I et J parcourent Z. Alors, pourquoi a-t-on H égale G? Eh bien, tout simplement parce que A appartient à H, parce que A s'écrit A puissance 1, B puissance 0. Donc, il est clair que sous cette forme, petit a appartient à H, et pour une raison analogue, petit b appartient à H. Ainsi, A et B appartiennent à H, et on va donc pouvoir invoquer la propriété d'expansion, puisque H est un sous-groupe de G. Donc, par expansion, eh bien, on obtient que le sous-groupe qui est engendré par les deux éléments qui sont à gauche, là, donc par A et B, eh bien, va être inclus dans H. Et donc ça, on sait que c'est G par hypothèse, et puis H est inclus dans G. Donc, on vient bien de prouver que H est égal à G. Il ne nous reste plus qu'à conclure, donc je vais prendre deux éléments X et Y appartenant à G, et on va prouver que X et Y commutent. Donc G, on vient de montrer qu'il est égal à H, et H, c'est l'ensemble des A puissance I, B puissance J, où I et J parcourent l'ensemble des entiers. Donc, on peut écrire que X s'écrit sous la forme A puissance I, B puissance J, pour certains entiers I et J, et puis de même, Y s'écrit A puissance K, B puissance L. Et puis, on va calculer XY. Donc, ça donne A puissance I, B puissance J, que multiplie A puissance K, B puissance L. Et on sait que ces deux facteurs commutent. Et en fait, d'après un calcul qu'on a réalisé précédemment pour démontrer que H était un sous-groupe de G, on obtient A puissance I plus K que multiplie B puissance J plus L. Et évidemment, pour YX, eh bien, c'est le même type de calcul. Ça nous donne A puissance K, B puissance L que multiplie A puissance I multiplié par B puissance J. Et en appliquant la même règle de calcul, eh bien, on voit que ça nous fait A puissance K plus I que multiplie B puissance L plus J. Et évidemment, ces deux quantités sont égales. Donc, on vient de prouver que les produits XY et YX sont égaux. Et comme X et Y sont quelconques dans G, eh bien, on vient de prouver que le groupe G est abélien comme souhaité.